Donc, je crois que beaucoup connaissent ici Philippe Hugon, qui nous fait donc l'honneur d'assurer une conférence au Festival géopolitique de Gênes. Donc, Philippe Hugon, je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages très utilisés par les étudiants et les enseignants, dont Géopolitique de l'Afrique, ainsi que L'économie de l'Afrique, dont c'est la 7e édition. La dernière date de 2012. Monsieur Hugon, vous êtes professeur émérite en sciences économiques à l'université de Paris X Nanterre, directeur de recherche à l'IRIS. Vous connaissez très bien l'Afrique. Vous avez été enseignant au Cameroun et à Madagascar. Vous êtes professeur invité dans de nombreuses universités africaines, consultant pour de nombreux organismes internationaux sur l'Afrique, dont évidemment la Banque mondiale, le Bureau international du travail, la Commission européenne, directeur scientifique de la revue Tiers-Monde, et expert auprès des radios de service public, et on vous entend souvent à la radio. Récemment, je vous ai entendu sur France Inter concernant les attentats en Côte d'Ivoire. Vous avez d'ailleurs écrit un article dans Le Monde Diplo très récent sur ces questions. Et on vous entend souvent aussi à France Culture, l'émission, par exemple, Culture Monde. Donc je rappelle que cette conférence fera l'objet d'un compte-rendu sur le site Clionaute, l'association que je représente ici. Donc en guise de présentation de votre conférence, permettez-moi de citer Alain Mambankou, donc le nouveau directeur, vous savez sans doute, de la chaire Création historique au Collège de France. Je cite un article d'aujourd'hui, de Libération, qui nous dit que, je le cite, « L'histoire de la France est aussi cousue de fils noirs ». Rappelons aussi, pour introduire cette présentation, les questions que vous-même vous posez dans votre ouvrage si important « Géopolitique de l'Afrique ». Et je cite ces questions, qui sont un peu à la fin de l'ouvrage. De très nombreuses interrogations demeurent depuis l'élection de François Hollande. Y a-t-il continuité gaulo-mitterrando-chiracienne, c'est-à-dire un peu la France-Afrique, ou rupture? Et ou une transformation permanente de la politique africaine? Première question. L'autre question que vous posez aussi, Monsieur Hugon, c'est « La France doit-elle poursuivre la définition d'une politique à la fois autonome et responsable à l'égard des alliés américains et européens ?» Vaste question, et donc tout ceci s'intègre dans des relations complexes et complexées entre la France et l'Afrique. Monsieur Hugon, je vous laisse la parole. Merci pour ces mots d'introduction et je suis très heureux évidemment d'intervenir à ce festival de géopolitique de Grenoble. Je vais en 40 minutes, donc je regarde ma montre, il faut que je termine à 4h20. Je vais essayer de traiter de certains aspects des relations entre la France et l'Afrique. Je les ai intitulés « Complexes et complexés ». Et je vais essayer peut-être dans l'introduction de dire pourquoi. Bon, il y a souvent des termes un peu caricaturaux qui sont utilisés. Et donc, il y a eu une inversion du terme de la France-Afrique, qui est une expression qui avait été forgée historiquement par le président Houphouët-Boigny et qui a été repris notamment par des mouvements militants. Dans un jeu de miroir ou d'inversion, c'est devenu aujourd'hui, ne serait-ce que dans l'ouvrage d'Antoine Glaser ou dans la fondation présidée par Lionel Zinsou qui se présente aux élections du Bénin dimanche prochain, par le terme Africa-France. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire au-delà de ces désignations, de ces nominations? Camus disait que mal nommé ne fait qu'ajouter au malheur du monde, et donc les questions de définition sont évidemment centrales. Je pense qu'on peut dire que les relations entre la France et l'Afrique sont effectivement des relations complexes. Elles sont complexes parce qu'il faut gérer une histoire qui est, comme toutes les histoires, marquée par certaines violences, par des frontières qui sont les cicatrices de la violence de l'histoire. Il y a donc une histoire coloniale ou de l'empire colonial
Il y a également à gérer des histoires qui ont été celles de l'indépendance, qui ont été celles de l'intégration de la France au sein de la communauté européenne, qui a coïncidé exactement avec la période de décolonisation. Également des relations qui ont été marquées par différents événements, à commencer évidemment par la chute du mur de Berlin, ou récemment depuis le début du XXIe siècle, par ce que j'appellerais le passage de relations post-coloniales à l'intégration de l'Afrique dans la mondialisation, qui est marquée par le fait que l'Afrique de plus en plus a diversifié ses partenaires dans un monde où il y a à la fois un déplacement de la richesse et de la puissance, et où l'on est passé d'un monde bipolaire à un monde unipolaire dominé par la hyperpuissance américaine dont parle Védrine, à un monde en voie de multipolarisation. Donc, les relations sont complexes parce que l'histoire est évidemment porteuse d'évolution. Elle est complexe, ne serait-ce qu'au niveau français, par la très grande complexité du processus de décision dans la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique. Est-ce que pour la politique de coopération, la politique d'aide, quel est le rôle que joue l'Élysée, quel est le rôle que joue le Trésor français, c'est-à-dire le ministère des Finances, quel est le rôle que joue le ministère qui s'appelait de la coopération, qui s'appelle secrétariat du développement et de la francophonie, quel est le rôle que jouent les différents acteurs, quel est le rôle également que joue l'état-major français. Longtemps, pour caricaturer ce qu'on appelait la France-Afrique, on disait que c'était les 3 E, Élysée, Elf et état-major. En réalité, ça a évolué de toute façon, et Total n'est pas Elf, mais se pose la question de savoir effectivement, par rapport au renouveau d'opérations militaires ou de présence de la France, quel rôle joue effectivement l'état-major dans ces relations. Donc c'est complexe, et ça concerne différents champs. Ce qui caractérise la France, qui est quand même une puissance peut-être déclinante, mais qui est une puissance militaire. Elle est membre permanent au Conseil de sécurité. C'est une puissance militaire parce que c'est un des premiers vendeurs d'armes du monde. C'est une puissance militaire parce qu'elle continue d'intervenir militairement. C'est également une puissance politique qui a fondé sa puissance politique largement sur ses relations avec l'Afrique. Mais c'est également une puissance qui évidemment évolue, une puissance qui est plutôt en perte de vitesse. Et donc le gros problème de la puissance française, c'est de savoir si elle va devenir une petite puissance dans le monde ou au contraire si elle va trouver place dans une Europe qui devient elle-même une puissance, ce qu'elle n'est pas actuellement. Donc on a ces relations avec pluralité d'acteurs, et ce qui va caractériser la politique française, c'est qu'elle a des objectifs multiples et contradictoires. Elle a des objectifs qui sont par exemple linguistiques. Il y a la francophonie. C'est un objectif que n'ont pas la plupart des autres pays dans le monde, qui n'ont pas d'objectif spécifique, soit parce que leur langue domine par nature, c'est le cas des pays anglo-saxons, soit éventuellement parce qu'ils n'ont pas une politique volontariste. L'Allemagne n'a pas une politique volontariste vis-à-vis de l'allemand, etc. Donc on a un objectif qui est dans le domaine culturel, dans le domaine linguistique. On a un objectif qui est dans le domaine monétaire. On a une exception sur laquelle je reviendrai, c'est que la France a maintenu, à la différence des autres pays colonisateurs, une zone historique qui s'appelle la zone franc, alors que la zone sterling disparaissait, que la zone escudo disparaissait, et que l'on passait à un autre système de monnaie de réserve internationale. Il y a la zone franc qui est une spécificité de la France. Il y a également des objectifs dans le champ humanitaire, évidemment, mais il n'y a pas que la France. La France n'est pas aussi importante peut-être dans ce domaine que les États-Unis ou que la Grande-Bretagne, mais il y a évidemment le rôle que jouent les organisations de solidarité internationale, les ONG. Il y a évidemment des objectifs économiques. La France, longtemps, a eu des marchés protégés en Afrique. Ce n'est plus le cas. La France est devenue un partenaire relativement en voie de déclin relatif quant au marché ou quant au financement par rapport à l'Afrique, mais il y a encore des intérêts évidemment économiques qui existent.
Il y a des intérêts géopolitiques aussi dans les politiques françaises, puisque avoir des appuis de pays qui représentent un quart des voix aux Nations Unies, être capable de s'appuyer sur des alliés lors des négociations internationales, je pense au climat, la COP21 qui a eu lieu, ou dans d'autres négociations, évidemment, ça pèse. Il y a donc des objectifs multiples qui sont derrière ces relations. Multiplicité des acteurs, multiplicité des objectifs. La lecture de la politique française en Afrique est beaucoup plus difficile que la lecture de la politique américaine, où il y a très nettement 3 objectifs. C'est d'une part la sécurité énergétique, c'est deuxièmement la lutte contre le terrorisme, et troisièmement c'est le développement du marché et la démocratie. Bon, au moins c'est clair que ce soit les républicains ou les démocrates, c'est les mêmes objectifs. Quand j'avais assisté à un colloque avec les Japonais, qui disaient, nous, c'est pas compliqué, on a des relations qui sont liées essentiellement au fait qu'on a des besoins en ressources naturelles d'une part et qu'on a besoin de marché. Bon, après, on peut avoir besoin d'alliés pour empêcher éventuellement, ou pour contrer la Chine, mais ça vient en second. La France, c'est très difficile de hiérarchiser les objectifs de la politique française. Et aujourd'hui, c'est devenu complexe aussi parce que les pays africains ont complètement changé. Aujourd'hui, ils ont une multiplicité de partenariats. On est dans un monde de multipartenariats. Et la France a encore certaines positions, notamment dans ce qu'on appelle les pays du précaré ou les pays du champ, francophones, mais globalement, les pays africains sont complètement diversifiés. Et quand vous avez, je ne sais pas, le port de Dakar, c'est la compétition entre les différents opérateurs français, ou Bolloré, et par exemple Dubaï, c'est Dubaï qui emporte les marchés, et c'est ce qui se passe actuellement dans la plupart des pays. Et le Total joue un rôle, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout le rôle d'Elf. Total, de toute façon, a des intérêts essentiellement hors de l'Afrique, et en Afrique, plutôt dans les pays comme l'Angola ou le Nigeria, beaucoup plus que comme Elf dans les pays d'Afrique centrale. Donc, on a des relations assez complexes, et du point de vue africain, c'est également complexe dans la mesure où ça évolue très rapidement. Et complexé, je pense que c'est quelque chose de peut-être plus important, c'est que le devoir de mémoire, le travail d'histoire, la réflexion de regard croisé sur les violences de l'histoire n'ont pas été véritablement réalisés et que très souvent, la perception qu'on a de l'Afrique, soit elle rentre dans le champ politique, et les politiques disent qu'il faut dire que la colonisation est un bien ou un mal, ce qui n'est pas leur objet, ce sont les historiens qui peuvent avoir ce travail de mémoire, et on a quand même de plus en plus, je dirais, des représentations qui sont très largement caricaturées. Aujourd'hui, ce qui domine très nettement, c'est d'un côté un discours des entreprises, des financiers, des économistes qui disent l'Afrique c'est la nouvelle frontière du monde, c'est le devenir, c'est le nouvel Eldorado, c'est la nouvelle Chine qui est en train de se reconstituer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des hommes en quantité, parce qu'il y a des ressources naturelles, parce qu'il y a les révolutions technologiques qu'on peut maîtriser. Donc on a ce discours. Et puis en même temps, on regarde la télévision et on a exactement à la télévision ce que Malthus disait sur l'Afrique au XVIIIe siècle. L'Afrique, c'est quoi ? C'est les 3 parcs mortels, les guerres, les épidémies, les famines. Et donc, plusieurs siècles après, on a la même représentation qui est très anxiogène. Et aujourd'hui, ce qui domine, notamment dans les représentations de l'Afrique, qui passe par les médias, qui sont à la recherche évidemment d'audimat et qui sont à la recherche en concurrence pour pouvoir capter des auditeurs ou des téléspectateurs, c'est une vision qui est toujours négative. On ne parle pratiquement qu'en concurrence que des attentats qui viennent d'avoir lieu ou que de tels éléments, de telles épidémies. On parle extrêmement peu des choses qui vont, et en même temps, on généralise toujours, c'est-à-dire d'un événement localisé, on appelle ça l'Afrique. Or, ce qui apparaît évidemment, c'est que les Afriques, c'est le continent le plus contrasté du monde, à peu près dans tous les domaines, dans le domaine climatique, dans le domaine culturel, dans le domaine politique, dans le domaine démographique. Il y a une explosion démographique, mais il y a des pays en déclin démographique, etc. Donc on a une extraordinaire variété des sociétés africaines et des représentations qui sont évidemment très caricaturales. Alors, pour présenter ces relations complexes et complexées, je pense évidemment, et je le ferai très rapidement,
qu'il faut une mise en perspective historique. Il faut savoir ce qui s'est passé historiquement, et il y a encore aujourd'hui, évidemment, un legs de l'histoire, qui est une histoire à la fois de l'empire colonial, et qui est un legs de la post-colonisation, de la manière dont s'est faite l'indépendance. Il y a donc toute une histoire qu'il faudrait rappeler, qui va nouer des relations fortes, soit en termes de mouvement des populations, soit en termes d'intérêt des firmes, soit en termes de transfert de fonctions régaliennes ou de rôle des fonctions régaliennes. Et la France a historiquement, à l'époque coloniale et au moment des indépendances, joué un rôle qui n'est pas du tout celui de la Grande-Bretagne, qui n'est pas celui, évidemment, du Portugal. Il y a eu des guerres de libération nationale très violentes au Portugal. La Grande-Bretagne, elle, globalement, s'est retirée. Elle ne s'est pas complètement retirée du champ politique par certaines relations, mais globalement, elle a arrêté d'avoir un fort soutien militaire, elle a arrêté la zone sterling, et donc on a eu une décolonisation spécifique. Je dirais que globalement, la décolonisation britannique a plutôt au départ été un facteur de crise. Il y a eu plus de conflits dans les pays anglophones, il y a eu la guerre du Biafra, on pourrait prendre d'autres conflits qui ont existé, et en même temps, avec le temps, on voit que l'Afrique anglophone a quand même un dynamisme économique plus important et qu'on a des pratiques qui ne sont pas exactement les mêmes qu'en Afrique francophone. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même un certain poids de l'histoire lié à une histoire coloniale qu'on pourrait développer. Encore faut-il ne pas caricaturer la grande rupture de l'Afrique sur le plan de l'empire colonial, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une dette de guerre puisque les puissances européennes n'ont gagné la guerre que par l'appui de l'Afrique. Ça a été donc une reconnaissance de dette importante. Et en même temps, enfin je parle plutôt de la France que de la Grande-Bretagne, mais quand même en Grande-Bretagne, et en même temps, on va avoir une transformation radicale des relations. On avait un système d'apartheid sur le plan éducatif, c'est-à-dire il y avait une école pour indigènes et une école pour citoyens métropolitains. Progressivement, c'est supprimé, donc il y a un statut unique et donc les Africains ont le droit, dans les pays francophones, de faire des études au-delà du BEPC et d'entrer à l'université. On a des modifications très importantes puisque la démographie va croître. La démographie va croître au lendemain de la Seconde Guerre mondiale uniquement, et on pourrait dire pourquoi. On va avoir un développement des villes parce qu'on n'aura plus les interdictions et les laissez-passer obligatoires dans certains pays. On va avoir une rupture et on va avoir un financement très important après-guerre. Ce sera la contrepartie du plan Marshall qui permettra à la France, à la Belgique, à la Grande-Bretagne, en contrepartie, de financer l'Afrique. C'est ce qu'on appelle en France le plan Fidesz. Et on va avoir une très forte croissance économique à cette époque. Et puis après ça, le temps va changer. Progressivement, les relations entre la France et l'Afrique vont évidemment évoluer. Et elles vont évoluer, évidemment, avec, d'une part, la rupture de la chute du mur de Berlin. Il n'y aura plus l'enjeu de surenchère. Elle va fortement évoluer à partir du début du XXIe siècle, pour beaucoup de raisons sur lesquelles je pourrais développer. Donc, il faut cette mise en perspective historique, ça c'est évidemment extrêmement important, et voir les ruptures qui existent dans le monde actuel, dans les relations. Ce qui apparaît évidemment, c'est que, premièrement, la France s'est relativement désengagée de l'Afrique sur le plan commercial, sur le plan financier, sur le plan de l'investissement. Par contre, elle a conservé des relations dans le domaine monétaire et dans le domaine militaire. Et en même temps, a nouer des relations qui sont maintenues dans le champ politique, soit par des relations officielles, soit par des réseaux qui sont plus ou moins sur le devant de la scène. Ce que l'on peut dire, par contre, c'est qu'il n'y a pas eu, dans les relations historiques, véritablement un processus comparable à ce qu'a été disons, les relations entre les puissances dominantes asiatiques et les pays qui étaient colonisés. En réalité, il n'y a pas eu ce qu'on appelle le flying goose,
c'est-à-dire le fait que les pays les plus pauvres, ayant les taux de revenus les plus faibles, se spécialisaient dans des produits à haute intensité de travail et progressivement remontaient en gamme dans le temps en relation avec ceux qui finançaient les investissements. Dit autrement, la grande caractéristique de l'Afrique, par rapport notamment à l'Asie, des relations de la France et de l'Afrique, mais des relations de l'Europe et de l'Afrique, c'est qu'elle n'a pas favorisé, pour beaucoup de raisons, la transformation radicale du système productif. Et globalement, l'Afrique exporte à peu près, comme poids des produits primaires, à peu près le même pourcentage qu'il y a 50 ans. La seule différence, c'est que maintenant, elle exporte des produits pétroliers et miniers, et qu'avant, elle exportait surtout des produits agricoles. Donc, on a eu peu de pays, en tout cas, qui ont véritablement réalisé une remontée en gamme de produits dans ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes de valeur mondiale. C'est une spécificité des relations économiques entre la France et l'Afrique. Comme autre élément, il y a le fait que je vais sauter peut-être un point. L'autre élément, c'est que longtemps, l'Afrique a manqué de financement et avait des problèmes d'endettement, des problèmes de difficulté d'accès aux financements internationaux. Là, on a à nouveau une rupture de la part des pays africains, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les financements qui manquent par rapport à l'Afrique. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des besoins de financement, mais globalement, les financements ont été multipliés par 5, les financements extérieurs, depuis une quinzaine d'années. Et la nature des financements a changé, c'est de moins en moins de l'aide publique au développement, c'est de plus en plus soit les transferts des migrants, soit les investissements directs étrangers, soit les prêts bancaires, soit le rôle des fonds souverains. On a une diversité des modes de financement. Et l'autre élément, évidemment, qui apparaît, c'est le fait que maintenant, dans les pays francophones comme dans le reste des autres pays, la France n'est plus le premier partenaire. Le premier partenaire en tant qu'État, c'est la Chine, mais globalement, l'Union européenne reste effectivement dominante si on prend les 28 États membres, mais le rôle des États s'est fortement affaibli par rapport aux relations économiques. Donc, je pense qu'il faut voir en quoi... c'est pour ça que le terme de France-Afrique, à mon avis, n'est pas acceptable parce qu'il fige ou il essentialise des relations. On a des mutations historiques importantes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des survivances, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rémanences qui apparaissent. Alors, comme élément actuellement, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que sur le plan économique, alors que l'Afrique offre beaucoup d'opportunités, globalement, parce qu'il y a des classes moyennes émergentes dont va parler Pierre Jacquemot, parce qu'on a une urbanisation qui crée globalement des marchés également, il y a des opportunités croissantes en termes de marché. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que globalement, je pourrais prendre les chiffres, mais je vois que le temps passe, donc je ne vais pas vous donner de chiffres. Globalement, l'Afrique a beaucoup augmenté ses relations commerciales avec l'extérieur, elle les a à peu près doublées depuis 15 ans, mais en même temps, en valeur, les exportations françaises sont restées au même niveau, ce qui veut dire que la France a perdu à peu près la moitié de ses parts de marché depuis 15 ans. C'est pour ça qu'il y a une diplomatie économique qui a été lancée, mais globalement, on a un effet, disons, de retrait relatif des opérateurs français qu'il faut rappeler comme élément. Et même dans les pays où la France a théoriquement des intérêts privilégiés, que sont les pays de la zone franc, les pays de la zone franc, ça représente une part faible globalement dans les exportations françaises. Et la France, c'est au mieux 17 ou 20% à peu près des relations avec les pays africains. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le domaine commercial, on a plutôt un retrait. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas des opportunités, mais elles n'ont pas été saisies par beaucoup d'opérateurs. Quand on voit les investissements, on a effectivement des grands groupes qui sont présents. Il y a Bolloré, dont je parlais, qui est présent, qui a un grand projet aujourd'hui pour contourner le Nigeria dans le domaine des chemins de fer, qui n'est pas sans poser problème, mais qui est un gros projet. Vous avez évidemment Total qui est présent, vous avez Bouygues, vous avez Vinci, vous avez France Télécom, etc. Il y a les grands groupes.
Mais globalement, le tissu de moyennes entreprises et de très petites et moyennes entreprises est très peu mobilisé actuellement pour investir en Afrique, alors qu'il y a énormément d'opportunités. Donc dans le champ économique, il y a, au-delà du discours, disons, des relations qui ne sont pas pour l'instant fortes, malgré les opportunités. Ça, c'est le premier point que je voulais rappeler sur le plan strictement économique. Ce que l'on peut dire aussi, évidemment, c'est que la politique française, aujourd'hui, se situe dans un cadre qui est à la fois multilatéral, c'est la fameuse doctrine de Balladur de 93 disant qu'il n'y aura pas d'accord signé par la France s'il n'y a pas préalablement des accords avec la Banque mondiale ou avec le FMI. Donc la France s'est posée en second rang par rapport aux institutions de Bretton Woods. Mais également, il y a également un jeu plus complexe aussi qui se fait par rapport à l'Union européenne. Et la France est aussi un des fondateurs du Fed. La France a été le leader du Fed au moment de la création de l'Europe. La France dilue une partie de son aide maintenant dans le Fed, mais sans jouer du tout le même rôle de leader, notamment depuis l'entrée de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Donc on a, sur le plan économique, à la fois un paradoxe d'énormes opportunités et en même temps d'une certaine réticence. Et on a un paradoxe qui, disons, a toujours surpris tous les interlocuteurs quand on fait des comparaisons de l'aide, c'est qu'au fond, l'aide ne va pas prioritairement vers des pays où il y a le plus d'opportunités économiques. Et lorsqu'on voit les interventions, je reviendrai dessus sur le plan militaire, qui pèsent fortement, d'un point de vue homme, on est à plus de 9000 hommes d'un point de vue dépenses, ces interventions n'ont pas lieu, malgré ce qu'on écrit dans la presse, dans des zones où il y a des intérêts économiques vitaux. Bon. À part l'uranium du Niger et la possibilité toujours d'effets dominos qui existent effectivement, les présences de Barkhane ne se font pas dans les lieux où il y a un enjeu stratégique, au moins en termes économiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres enjeux, évidemment, qui peuvent justifier la présence française. Donc on a ce paradoxe qui est lié aux objectifs multiples et en même temps au fait que lorsqu'on défend la francophonie, ce n'est pas tout à fait compatible avec le fait de défendre des marchés. Lorsqu'on défend les marchés, ce n'est pas tout à fait compatible avec le fait qu'on assure la sécurité, etc. Donc c'est la pluralité des objectifs qui se trouvent derrière. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a peut-être deux exceptions également sur lesquelles on peut revenir, qui sont l'exception monétaire et qui sont l'exception militaire. Bon, il se trouve que sur le plan monétaire, il y a le maintien de la zone franc. La zone franc elle-même a considérablement évolué. On ne peut pas avoir une vision essentialiste de la zone franc. Ça a constamment évolué historiquement. Je ne vais pas faire l'histoire de la zone franc. Mais on a aujourd'hui effectivement une zone monétaire qui regroupe 15 États africains dans la zone Afrique centrale et dans la zone Afrique de l'Ouest. Et on a des relations qui sont des relations dites budgétaires pour qu'elles n'apparaissent pas comme dépendant essentiellement de la Banque centrale européenne, mais plutôt du Trésor français, dans lequel la France est à la fois garantit la convertibilité de la monnaie, assure la gestion globalement ou participe de la gestion du compte d'opération qui est un pool de devises. Et donc on a une monnaie qui est à la fois une monnaie dont la convertibilité est assurée par la garantie du Trésor français. On a une monnaie qui a une fixité par rapport à l'euro et une monnaie donc qui dépend essentiellement de la valeur de l'euro. Derrière, il y a un enjeu majeur, mais qui est un sujet très difficile. Je parlais du non-dit ou des mémoires enfouies au départ. C'est que c'est un sujet extrêmement difficile à aborder, tant du point de vue africain, même si certains Africains ont pris position récemment par rapport à l'évolution de la zone franc, ou du point de vue français. Il fut un temps où parler de la zone franc faisait qu'on ne pouvait plus mettre les pieds au Trésor et au ministère des Finances en France parce qu'on avait abordé un sujet tabou. On a donc cette exception. Il y a des opportunités derrière la zone franc, avoir une monnaie régionale, avoir une monnaie convertible, avoir une monnaie qui assure la confiance, avoir une monnaie qui crée de la coopération monétaire entre les pays membres, qui donc théoriquement favorise l'intégration régionale, ce n'est pas complètement négligeable.
il y a des inconvénients qu'on connaît bien, c'est une atteinte à la souveraineté monétaire, c'est une rigidité qui donne beaucoup moins de flexibilité pour répondre au choc, et puis en même temps, il est évident qu'on a de fait une surévaluation du franc CFA par rapport à un problème de compétitivité, puisque le franc CFA lui-même a été dépendant de l'euro fort pendant longtemps, même si aujourd'hui la Banque centrale européenne a une politique un peu différente par rapport à l'euro. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a un enjeu majeur, évidemment, qui doit être traité, mais qui n'est pas traité, en tout cas dans un débat public, c'est est-ce qu'il est possible de rester sur des coopérations monétaires régionales, de créer des paniers de monnaie et pas simplement une fixité, un rattachement des paniers de monnaie. Est-ce qu'il est possible d'avoir une garantie de convertibilité assurée par une autorité et est-ce que ça doit se faire sur le plan régional ou est-ce qu'au contraire, le risque évidemment de la sortie de la zone franc, c'est de créer du nationalisme monétaire qui ne pose jamais problème lorsqu'on le gère, disons, au départ. Ça ne pose aucun problème que la Norvège émette sa propre monnaie. Ce qui est beaucoup plus compliqué, mais la France peut éventuellement connaître ce problème, c'est comment on quitte une zone ou une union monétaire et comment on passe à du nationalisme monétaire. Ça, l'histoire est beaucoup plus difficile à gérer, c'est pas réversible. On peut très bien gérer sa monnaie nationalement, mais quand on la gère régionalement, c'est plus difficile de la gérer nationalement parce qu'on a des risques évidemment de ce qu'on appelle la création monétaire, disons, et donc la possibilité de financer des déficits budgétaires par la monnaie. Donc on a la spécificité de la zone franc qui reste un élément important, et puis on a la spécificité, bien entendu, sur le plan militaire. Alors sur le plan militaire, on a un peu un paradoxe. On avait 30 000 militaires français qui étaient présents au moment des indépendances, et puis on avait un projet de désengagement. Vous aviez le livre blanc à l'époque de Sarkozy qui avait été développé, qui avait dit que progressivement la France devait se retirer militairement. Et puis sont arrivés un certain nombre d'événements, ça a été abordé ce matin, qui quand même ont quelque chose à voir avec ce qui s'est passé notamment en Libye, mais ce qui s'est passé aussi avant dans d'autres pays comme l'Irak, etc. Et on a eu un développement d'actions de différents groupes qui ont pris de l'ampleur, qui s'appellent Al-Qaïda ou AQMI, et puis qui s'appellent l'État islamique, qui sont en concurrence. Et donc, on a un nouveau monde qui est devenu en partie créateur d'insécurité, avec une vraie stratégie derrière qui consiste globalement à casser largement les relations justement entre les pays africains et les pays occidentaux. Il y a derrière une stratégie qui passe entre autres par les écoles, qui passe entre autres par le salafisme, mais plutôt le takfirisme, qui est une fraction du salafisme, et qui passe par des actions qui visent à faire peur. Et globalement, c'est réussi, puisque de quoi on parle? On parle du terrorisme. Le terrorisme, comme le disait Raymond Aron, c'est pas important en termes de dégâts matériels, c'est pas important en termes d'hommes, aussi tragique soit-il, mais c'est fondamental parce que ça crée la terreur, justement, ça crée la peur, ça crée un monde anxiogène. Et ce monde anxiogène lui-même, il est créateur de divisions à l'intérieur du lien social qui existe ou du vouloir-vivre collectif. Donc c'est une stratégie qui est menée, qui est bien connue, qui a été étudiée par Camus, qui a été étudiée par, il suffit de relire ce que disait Camus ou ce que disait Raymond Aron, à l'époque où le terrorisme était important, et ça ressurgit totalement pareillement aujourd'hui. Et tout le monde dit, comment vous allez en Afrique? Vous ne croyez pas que c'est dangereux? Alors qu'il y a eu effectivement un très grave attentat dans un endroit limité, mais dont tout le monde parle. Donc les guerres sont aujourd'hui des guerres évidemment médiatiques. Il faut savoir qu'elles passent par les questions de représentation et que le soft power est beaucoup plus important aujourd'hui que le hard power. Donc la France est engagée militairement, elle a 9000 hommes, elle a l'opération Barkhane. Elle n'a pas été capable de mettre totalement dans le coup les partenaires européens, qui ont été très réticents, pour beaucoup de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Elle s'est retrouvée avec des armées africaines qui ont quand même des pouvoirs relativement limités, ce qui n'est pas général, puisqu'il y a des armées qui sont capables de lutter. Elle se trouve agir avec des mandats multilatéraux, mais elle se retrouve de plus en plus présente.
Et au lieu, alors elle va baisser la voilure pour Sangaris en Centrafrique, mais elle se retrouve en situation de très grande difficulté de gestion d'un point de vue militaire, d'effectifs, de dépenses. L'opération, disons actuellement, de l'état d'urgence Sentinelle, c'est 10 000 hommes mobilisés. Il y en a 9 000 en Afrique, et donc certains disent mais pourquoi avoir des troupes en Afrique alors qu'il y aurait des besoins et ça coûte cher au budget, ce qui fait que par les dépenses militaires on va dépasser les 3%, etc., auxquels on s'est engagé auprès de l'Union européenne. Donc il y a une vraie question militaire, en sachant quand on discute avec les militaires que autant des actions militaires permettent d'enrayer et en gros globalement d'empêcher, disons, une situation de débordement, mais ne permet en aucun cas d'éradiquer des actions. Globalement, le terreau du terrorisme, il est ailleurs. Il est dans le fait qu'il y a des zones marginalisées, le fait qu'il y a des populations qui sont laissées pour compte, il y a des jeunes qui sont désœuvrés, qui sont prêts à s'embaucher pour n'importe quelle action, qui est plus ou moins d'ailleurs souvent mafieuse et qui donne une certaine valeur à celui qui rentre. Et donc on sait très bien, l'Afghanistan l'a montré, l'histoire le montre, que les guerres asymétriques ne se gagnent pas par des actions militaires. Les actions militaires peuvent être utiles, mais ne permettent évidemment pas de gagner la guerre. Ce que je dis, c'est ce que disent tous les militaires. Hein. C'est pas un propos antimilitariste que je tiens sur cette question. Donc la France se retrouve un peu dans cette contradiction. C'est une contradiction de sa politique extérieure parce que, de fait, globalement, elle défend aujourd'hui la démocratie. Il y a eu la conférence de la Baule de Mitterrand et il y a quand même aujourd'hui des élections qui ont lieu. Il y en a 17, je crois, cette année. Je me trompe, mais Christian traitera de cette question. Il y a un multipartisme. Il y a peut-être trop de partis. Hein. Parfois, il y a 200 partis dans certaines élections qui ont lieu. Il y a de la démocratie, mais on voit bien qu'actuellement, ce qui est en train de se faire, c'est qu'il y a un renforcement de la légitimité de pouvoirs forts, de présidents à vie qui sont capables de manipuler, non plus de faire des coups d'État, ils sont des anciens militaires qui ont revêtu l'uniforme civil, mais de manipuler la Constitution, de faire des coups d'État constitutionnels. Et au fond, la France est un peu coincée par rapport à ça, parce qu'elle a noué des relations. Si vous prenez le cas du Burkina Faso, le régiment de sécurité présidentielle de l'époque de Compaoré, qui était un peu dans les bases œuvres de Compaoré, a quand même participé un peu à l'appui des troupes françaises dans la lutte contre les mouvements djihadistes. Donc, il y a des amitiés qui ont été nouées. Donc, ça rend compliqué les relations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'état-major français joue un rôle important dans la politique française, etc. Bon, j'ai peut-être vu la question beaucoup plus du point de vue français que du point de vue africain. Je crois que ce qui apparaît, peut-être pour terminer, je crois qu'il me reste 5 minutes, je vois, donc je n'ai pas du tout programmé mon temps. Je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes qui devraient être gérés. Sur la question de la sécurité, il est évident que la question qui se pose pour notamment l'Europe, c'est est-ce que c'est un enjeu qui concerne l'Europe ou pas? Et si c'est un enjeu européen, c'est-à-dire si on pense que les insécurités qui existent dans les zones les plus proches de l'Europe, avec tous les effets qu'on connaît éventuellement en termes de réfugiés, etc., menace l'Europe, c'est évidemment une question qui doit être gérée par l'Europe et non pas uniquement par la France. Là-dessus, c'est compliqué parce que la France a une histoire compliquée, qu'elle a des relations et qu'elle est perçue comme une puissance qui intervient en fonction en partie de ses intérêts. Et puis il y a une tradition antimilitariste allemande qui a un peu changé, etc. C'est difficile, mais c'est une question de savoir quel est le rôle globalement de la France par rapport à l'Europe et par rapport évidemment la priorité, c'est évidemment les formations africaines, les armées africaines, la coopération régionale africaine. Mais là, ça renvoie aux questions notamment du rôle de la CEDEAO ou au rôle de l'Union africaine. Il y a un deuxième point, à mon avis, qui concerne l'aide française ou les financements. Il n'y a pas de problème aujourd'hui, il y a quand même une reprise de la croissance. C'est vrai que la baisse des prix des matières premières aura des effets peut-être négatifs sur la croissance, c'est exact, on pourrait développer ce point, mais qui ne concerne pas uniquement les relations entre la France et l'Afrique, dont je n'en ai pas parlé. Donc il y a des opportunités de force de croissance.
Le gros problème qu'il y a, c'est qu'il y a une Afrique utile, et les Afriques sont extraordinairement contrastées, et une Afrique qui, au fond, est beaucoup plus vulnérable. Et dans ces zones vulnérables, la part de l'aide, qui devrait compléter en tant que fonds publics les fonds privés, est très, très, très faible. Et la part de l'aide pour financer des projets de base de développement rural, qui sont les seuls créateurs d'emplois importants dans les zones rurales, où, il faut le rappeler, la population va considérablement augmenter, et elle ne va pas qu'augmenter dans les villes, mais également dans les zones rurales dans le futur, l'aide est très peu présente. Donc il y a un vrai problème dans les zones vulnérables, celles qui ont la vulnérabilité du climat, celles qui ont la vulnérabilité du sol, celles qui n'ont pas enclenché leur transition démographique, les pays sahéliens, celles où l'État est dans l'incapacité d'assurer la sécurité du territoire. C'est dans ces zones où il y a effectivement une faiblesse d'opérateurs. Alors, je dis aide, ça devrait plutôt être de la coopération, j'emploie un mot qui est évidemment encore vertical, il faut le voir beaucoup plus d'un point de vue horizontal, mais il y a un vrai problème de réorientation de l'aide, parce que la seule réponse possible, durable, à la question de la sécurité, tout le monde dit qu'il faut sécurité et développement, ça va ensemble. Encore faut-il que les conditions de développement assurant la sécurité soient réalisées. Et ça, c'est un vrai problème qui concerne la réorientation de la coopération. Dit autrement, on a un peu une politique schizophrénique. D'un côté, on fait du militaire. L'aide, d'ailleurs, ne peut pas financer les armées. Il faut savoir aussi qu'il y a un vrai problème de définition de l'aide qui ne peut pas financer notamment les soldes des militaires. Et d'un autre côté, on fait de la sécurité, puis de l'autre côté, on a des projets dits de développement. Mais en réalité, il faudrait avoir les projets de développement essentiellement dans les zones qui sont les plus liées à la question de l'insécurité. Bon, il y a évidemment un problème majeur sur la question de l'information. Il est évident que plus il y a des débats de type géopolitique de l'Afrique à Grenoble, et plus on essaye de montrer que les Afriques sont très contrastées, que les situations n'ont pas grand-chose à voir, qu'elles sont extrêmement évolutives, qu'on ne peut pas les caractériser par des noms en disant voilà, un tel groupe est musulman, les ex-Séléka sont des musulmans, ou on dira qu'on a des conflits ethniques, etc. Dès qu'on essaye d'avoir une analyse beaucoup plus complexe de la réalité, ce qu'on peut dans les milieux où on réfléchit, universitaires, chercheurs, écoles, etc., ça passe beaucoup plus difficilement quand vous avez 1 minute et demie pour, à la télévision, parler d'un problème, ou lorsque vous lisez la presse. Donc il y a un vrai problème d'information, d'opinion. Je pense qu'on vit en France, toutes les enquêtes l'ont montré, dans un monde qui est très anxiogène, où la question de l'Afrique est traitée par la peur de la croissance démographique, d'un monde prolifique, la peur des réfugiés qu'on traite immigrés. Donc, pas de différence entre l'émigration économique et la question des réfugiés pour des questions de conflit ou de régime tyrannique. Et donc, on a vraiment un problème de représentation qu'on peut analyser d'ailleurs de manière très intéressante. J'avais fait un papier autrefois montrant comment les représentations des Africains ont évolué dans l'histoire en fonction des crises des pays occidentaux, globalement. Et là, on est dans une crise d'identification, une crise d'intégration, etc. C'est un vrai problème. Mais je n'ai pas de réponse. Je pense que c'est un défi. Je pense effectivement, mais M. Gégaud le disait à mon avis très bien, que soit l'Europe, et la France en particulier, aura à gérer un certain nombre de défis que l'Afrique ne pourra pas gérer toute seule, qui sont à la fois des défis environnementaux. Là, on voit, elle émet 4% de gaz à effet de serre et elle subit le plus les effets du changement climatique. C'est des effets démographiques, des différentiels démographiques entre l'Europe et l'Afrique est évident, tout le monde le sait. L'Europe des 28, en gros, c'était 2 fois la population de l'Afrique au moment des indépendances. Aujourd'hui, c'est la moitié et d'ici 2050, ça sera un quart. Donc on a un différentiel démographique, on a plein d'interdépendances par contre qui existent, les Africains qui sont présents en France, les diasporas, les Européens ou les Français qui sont à l'étranger, il y a énormément de réseaux d'intégration qui existent. Moi je pense personnellement que pour terminer sur une question géopolitique, la question à mon avis européenne et la question de la France, c'est soit elle subira une histoire et elle le fera
sans construire véritablement un projet. Ça sera donc un projet de repli, de retrait. Et donc, l'Europe peut se décomposer, notamment à cause de l'Afrique. C'est un élément du scénario envisageable. Soit elle fait au contraire des risques et des défis, des opportunités, c'est-à-dire qu'elle crée des projets qui sont des projets communs, qui sont des possibilités pour tous les réseaux des très petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes entreprises, d'utiliser toutes les innovations technologiques, d'utiliser toutes les nouvelles formes d'organisation sociale qui passent par de l'économie circulaire, de l'économie verte, de l'économie, peu importe, solidaire, si on veut. Il y a plein d'opportunités qui peuvent être saisies. Et à ce moment-là, l'Europe et la France en particulier sortent de leur phase dépressive pour passer à une construction d'un futur. Je pense donc qu'effectivement, comme le disait M. Gégaud, l'Euro-Afrique, si ce n'est le France-Afrique, je pensais plutôt l'Euro-Afrique, est un des projets qui construit le demain de l'Europe. Ou sinon, je pense que la France sera de toute façon une petite puissance, mais en plus, l'Europe risque d'éclater. L'Afrique, dit autrement, les relations entre la France et l'Afrique, ce n'est pas simplement un problème bilatéral, c'est fondamentalement un problème de positionnement d'espace dans le jeu géopolitique mondial. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut essayer de réfléchir sur toutes les opportunités qui existent également dans des relations avec l'Afrique. J'ai dépassé, je m'excuse, le temps de parole. Merci Philippe Hugon pour cette brillante présentation. Maintenant, il y a sans doute des questions, des compléments à apporter. À vous. Non. Oui, parfait. Merci. Monsieur Hugon, je vous félicite pour cette brillante introduction. Je suis monsieur Camara du Sénégal, du CNS de Dakar. J'ai juste une question. C'est sur la question donc du maintien des relations monétaires entre la France et l'Afrique, et particulièrement donc des 15 États. Je me pose la question, est-ce que la seule garantie de la convertibilité et de l'intérêt vraiment donc de la France, ou est-ce qu'il y a autre chose? Parce que, à mon avis, il y a une possibilité que les Africains puissent mettre donc leurs avoirs extérieurs en commun, battre une monnaie et donc faire la cotation internationale. Mais si c'est la seule la garantie de la convertibilité qui emporte l'adhésion donc et l'engagement de la France, je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts derrière? Et qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui, dans un monde aussi ouvert que celui que nous connaissons, donc le XXIe siècle, qu'il y ait toujours une présence militaire française en Afrique? Merci. Je réponds rapidement à ces deux éléments dont j'ai parlé trop rapidement. La zone franc, par définition, doit évoluer. Donc, il n'y a pas de problème de trouver une convertibilité à la monnaie africaine, le franc CFA, par d'autres mécanismes que la garantie du budget et du trésor français. La question, c'est soit vous avez une convertibilité par le marché, parce que votre monnaie fait confiance, bon, donc elle donne confiance et il n'y a pas de problème, ou alors vous pouvez avoir effectivement soit un accord éventuellement de la Banque Centrale Européenne. Beaucoup de pays ont signé des accords avec des banques extérieures. C'est une possibilité. Soit vous avez des mécanismes effectivement de coopération régionale qui jouent. C'est évidemment ce qui est souhaitable. Le gros problème, quand vous le voyez dans le détail, c'est que c'est facile à dire, mais la coopération régionale, si vous prenez, vous êtes sénégalais, vous êtes membre de l'UEMOA, vous faites partie de la CEDEAO, vous avez un projet qui évidemment est en partie de tension entre l'UEMOA et le Nigeria. Il y a évidemment un projet qui dit on va faire deux unions monétaires et à terme on aura deux monnaies, puis progressivement ça sera la même monnaie.
historiquement, vous n'avez jamais eu de monnaies qui se sont faites comme ça. Alors peut-être qu'ils vont inventer dans l'histoire. Les monnaies, ça se fait soit par un processus de convergence, c'est l'Union européenne, en gros, l'Union monétaire européenne, ça s'est fait par le serpent monétaire, et on fait progressivement de la convergence, soit vous avez un empire qui arrive et qui dit bah, prenez ma monnaie. Bon. Avoir un système qui est géré par la CEDEAO et qui permet aux deux unions monétaires, dont l'une existe et l'autre n'existe pas, de converger, c'est un projet quand même très top-down, très vu d'en haut, qui, à mon avis, aura du mal à s'appliquer. Et donc, les risques qui existent aussi, donc il faut bien simplement les peser, je ne défends pas du tout les intérêts de la France ou du Trésor, c'est de voir comment on crée effectivement une coopération régionale et on évite le nationalisme monétaire. Parce que le gros problème, c'est le seigneuriage monétaire. Quand vous êtes dans une union monétaire, vous avez des règles et que vous passez à une monnaie qui est gérée par une banque centrale qui n'est pas indépendante du pouvoir politique, vous avez quand même des risques. Alors, les grands pays comme le Nigeria le géreront peut-être parce que notamment ils ont du pétrole, etc., donc il n'y a pas de problème. Mais au sein de l'UMOA ou au sein d'autres pays, ce n'est pas joué d'avance. Hein, et ça, je pourrais vous prendre toutes les expériences historiques, si vous voulez. Et quand vous avez une monnaie régionale, ce n'est pas pareil de dire j'ai une monnaie régionale, donc je passe à une monnaie nationale, que de dire j'ai une monnaie nationale, donc je fais de la coopération régionale. L'histoire, elle n'est pas réversible. Elle ne va pas dans le même sens. Mais évidemment, il faut une réforme de la zone franc. Moi, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Je pense qu'il y a plein de réformes possibles, mais c'est un débat africain fondamentalement de voir. Je pense qu'on peut avoir des monnaies qui sont rattachées à des paniers de monnaie. On peut avoir plus de flexibilité. On peut avoir des accords du Trésor qui se retirent, notamment de la décision des banques centrales. Il y a des réformes tout à fait possibles. C'est tout à fait possible. Alors, sur le plan militaire, si vous voulez, je pense que c'est effectivement un dilemme. Le grand dilemme vécu par la France par rapport à l'Afrique, c'est soit elle intervient, et dans ce cas-là, c'est l'ingérence, soit elle n'intervient pas, c'est l'indifférence. Il se trouve que vous pouvez dire que les pouvoirs politiques ne sont pas légitimes. Vous avez tout à fait le droit de dire qu'ils ne représentent pas les souhaits des populations. Mais les interventions, je vous assure, ont été faites à la demande quand même des États, et ce n'était pas du tout ce qui était programmé, en tout cas, par la France. L'intervention au Mali, elle avait peut-être été anticipée par les militaires, mais ça a été une opération d'urgence qui s'est faite extrêmement rapidement. Donc, évidemment, ce n'est pas à l'ancienne puissance coloniale d'être le gendarme aujourd'hui. Évidemment, tout le monde est d'accord. 60 ans après les indépendances, ou 50 ans, un peu plus de 50 ans, pas loin de 60 ans, c'est pas à l'ancienne puissance coloniale d'être l'État gendarme. Ça, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de débat. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui est fait? Alors, est-ce que ce sont des services de sécurité nationaux qui existent? Il faut bien comprendre une chose qui est spécifique dans les relations entre la France et l'Afrique, sur le plan militaire, c'est qu'au fond, au moment des indépendances, il y a eu la volonté que les fonctions régaliennes militaires soient assurées par la France. Houphouët-Boigny, qui est le fondateur du terme France-Afrique, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je préfère des écoles plutôt qu'avoir des dépenses militaires. Et en plus, je ne tiens pas à avoir des militaires qui vont faire un coup d'État et qui vont me retirer du pouvoir. Qu'est-ce que je fais? Je demande à la France d'avoir une fonction régalienne aux dépens de mon armée. Donc il a fait le choix de ne pas avoir d'armée, ou d'avoir une armée faible. Enfin, je simplifie, hein. Je caricature moi aussi, mais je vais vite. Et il est évident que l'absence de formation d'une armée, historiquement, va peser négativement. Quand vous regardez ce que sont un certain nombre d'armées, soit de pays qui ont fait la guerre fortement, comme l'Éthiopie, comme l'Angola, soit de pays où les armées étrangères se sont retirées et où il y a eu une formation et en même temps une prise de conscience de leurs responsabilités, le Ghana, le Kenya ou d'autres pays, vous voyez qu'on n'est pas dans la même configuration que dans les pays francophones. Si vous prenez la Centrafrique, il n'y a pas d'armée en Centrafrique, il faut être sérieux. Il y avait une armée ethnicisée qui était proche du président et puis des mercenaires qui assuraient la sécurité du président. Mais les FACA étaient une pseudo-armée. Bon. Donc, ce n'est pas si facile de répondre à votre question. Évidemment, théoriquement, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que la France soit présente. Ça, je suis d'accord avec vous quant au principe. Après, bon, je ne sais pas quelle réponse. Hein, je suis pas...
Enfin, je n'ai pas de réponse à donner. Enfin, j'essaye de présenter les ambiguïtés, la complexité dans laquelle se trouve. Et effectivement, de la complexité, il y a un peu quelque chose qui est complexé, parce qu'avoir une fonction régalienne assurée par une puissance étrangère, très vite, ça peut devenir une force d'occupation. Ça, tout le monde le sait. Peut-être une dernière question. Sans micro, tant pis. Oui, oui, allez-y. Ok, merci de me passer la parole. Je suis Daniel Villet, je suis doctorant en sciences politiques. À Lyon 3, je me spécialise sur les questions de puissance en relation avec la francophonie et l'Afrique. M'intéressant aux questions de puissance, j'ai constaté que tous les acteurs, je vais dire la plupart des acteurs, sinon tous les acteurs qui ont acquis une position dominante ou un poids géopolitique éminent sur la scène internationale, sont des acteurs qui contrôlent leur instrument monétaire, qui ont leur monnaie, que ce soit les États-Unis, la Chine, le Brésil, la Russie, la France, le Japon, tous ces acteurs contrôlent leur monnaie. Alors, à l'heure où nous pensons et problématisons les dynamiques africaines, c'est-à-dire la réalité d'une Afrique qui avance, qui bouge, qui veut maîtriser son destin sur la scène internationale, et de cette Afrique qui veut émerger, c'est-à-dire qui veut gravir les échelons de la puissance, est-ce qu'il est crédible de penser une émergence africaine ou bien des émergences africaines dans le cadre d'une Afrique qui ne maîtrise pas sa monnaie, qui n'a pas sa monnaie? Est-ce que le discours sur l'émergence africaine est crédible tant que, par exemple, l'Afrique reste dans le cadre d'une monnaie qui est garantie par le Trésor français? En tant que spécialiste, est-ce que vous pensez que le discours reste autant... Est-ce que c'est possible? Voilà. Si vous voulez, il y a deux possibilités pour être une puissance. Soit vous l'êtes d'un point de vue national, et vous l'êtes par ce qu'on appelle le hard power, soit vous êtes un petit pays et vous avez d'autres modes d'action par de l'influence, par du soft power, par la culture, par la religion ou par d'autres moyens. Donc sur le plan monétaire, il n'y a pas de réponse générale. On peut être une puissance dominante en tant qu'État et nation, cas des États-Unis que vous avez cités, cas du Brésil, cas de la Chine, cas de l'Inde, etc. On peut l'être avec une monnaie, et puis on peut très bien avoir un autre système de puissance. Un petit pays ne peut pas être dans la même configuration. Donc à ce moment-là, il faut savoir si le petit pays, si vous êtes le Qatar, est-ce que c'est la monnaie qatari qui est importante pour exercer votre influence? Le Qatar a 50 milliards de dollars de sommes affectées uniquement à du soft power, par le football, par la chaîne de télévision Al Jazeera, par éventuellement les organes qataris, les ONG, etc. Donc, je n'ai pas une réponse sur la question de la puissance et de la monnaie. Effectivement, une grande puissance, elle impose sa monnaie. La puissance américaine joue énormément de sa monnaie, c'est évident. Si la BNP a payé 10 milliards d'amendes, c'est parce qu'ils ont utilisé le dollar et que par le dollar, ils peuvent avoir un moyen d'action sur la BNP. Bon, mais est-ce que c'est vrai pour tous les petits pays? Alors, si vous êtes en Afrique, il y a quand même quelques puissances africaines, et les puissances africaines ont leur monnaie. Le rand est une vraie monnaie, et l'Afrique du Sud est quand même la première puissance, même économique, parce que le PIB qui a été calculé pour le Nigeria, c'est un autre débat. Il faudrait revenir sur la manière dont il a été calculé et ce que ça représente. Mais quand vous regardez le travail de ACT, par exemple, un groupe qui est ghanéen, il voit bien que c'est quand même le Nigeria qui domine l'économie africaine et pas le Nigeria. Le Nigeria a aussi une monnaie, le Naira.
Et donc, on peut avoir des monnaies nationales qui, effectivement, sont le fait de puissance. L'Éthiopie est une puissance aussi, et elle a sa monnaie. Le problème qui se pose, c'est pour les pays de la zone franc. Est-ce que vous pouvez, à part la Côte d'Ivoire, qui est effectivement, potentiellement, c'est 40% du PIB de l'UMOA, c'est une puissance qui peut peser, mais hors de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas de véritables puissances qui peuvent exister. Donc, la question qui se pose, mais c'est la même question qu'à la France, c'est est-ce que ce sont des nations qui ont une monnaie, mais qui n'est pas une monnaie forte et qui n'est pas une monnaie qui sert la puissance, ou est-ce qu'éventuellement on est membre d'une puissance régionale? Et c'est le débat des monnaies régionales. Est-ce que l'UMOA ou les pays de l'UMOA sont regroupés à 8, une puissance supérieure que chaque ayant sa propre monnaie? Donc le lien monnaie-puissance, c'est à mon avis, c'est un peu compliqué, hein, parce que tout dépend de la taille des pays. Et là, on est quand même dans des petites puissances, hein, je m'excuse de le dire, mais l'Afrique du Sud pèse parce qu'elle est membre des BRICS, qu'elle peut peser géopolitiquement, mais ce ne sont pas des grandes puissances. Bon, alors à ce moment-là, c'est la question nation et région. Donc c'est un choix, hein, on peut avoir les deux, mais je ne crois pas qu'on puisse être une grande puissance en ayant une monnaie nationale quand on est un tout petit pays, parce que la monnaie nationale, qui va en vouloir? Ce que font les pays qui ont une monnaie nationale, c'est qu'en fait, ils signent des accords bilatéraux. Ce que fait, je ne sais pas, Mugabe, par exemple, il signe un accord avec la Chine pour que le yuan soit une des monnaies qui circulent dans les relations bilatérales avec la Chine. Oui, ça, on peut jouer sur ce type de relation. Mais je ne crois pas, moi, à une monnaie nationale, en tout cas, de grande puissance africaine, sauf les 2 ou 3 puissances que j'ai citées, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Éthiopie. Je n'ai pas parlé des pays d'Afrique du Nord. Merci, Philippe Hugon. Donc c'est plutôt la monnaie qui vous intéressait. On est obligé, hélas, d'arrêter cette présentation. Voilà.